ça fait. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé ou presque dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler stratégie des plateformes et régulation, de stats d'accès au planning, de la commande à 4,50 et du Strava. Pour ce faire, cette semaine, je suis accompagné de Sarah, Bonsoir, Nico, Yo. et notre invité, notre intérimaire presque je dirais, Paulin qui est là avec nous. Salut. Ça va ? Très bien, et toi? Bon, mais très bien j'aime aussi. bien quand très ils bien. demandent juste à Paulin en fait. Genre les gens qui tiennent les murs, Balek, mais Paulin, est-ce que ça va? Tu vas bien? C'est cool. Très bien. On va démarrer de suite avec le premier dossier, celui pour lequel Paulin nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est comment les plateformes entretiennent leur croissance, la croissance tout court d'ailleurs, je sais même pas si c'est... Voilà. Les conséquences du coup sur la flotte de coursiers. Ouais, tout à fait. Direct, 2 minutes. C'est à toi Paulin, du coup on t'écoute. Yes. C'est un sujet que tu as abordé, du coup, on le rappelle, dans ton mémoire, puisque tu Tout es à encore fait. étudiant, tu es étudiant et coursier. C'est ça. Coursier depuis 2 ans, un truc comme ça. Ouais, depuis septembre 2016. Ouais, Ah, t'as c'est fait- mon bro ça. C'est ça. T'as fait une petite pause d'1 an, c'est ça C'est ça, je suis parti à l'étranger pendant 1 an. Voilà, et quand t'es J'ai revenu repris en juillet 2018, je suis parti en juillet 2017 et Ouais. revenu en juillet 2018. Et les choses ont beaucoup changé depuis. Les choses ont beaucoup changé et c'est aussi parce que le modèle économique en fait des plateformes a beaucoup changé. Donc je vous préviens, enfin ça va pas être que des trucs. Très Enfin, je optimiste. vais essayer d'être clair et on va voir ce que ça donne. Donc on va voir en fait comment le modèle économique des plateformes a évolué et ses conséquences sur nous, les Mhm. coursiers. Déjà, petit rappel, quel est le but des plateformes avant tout? Le but, c'est pas juste de se faire du bif. Le but c'est surtout, en fait... Là, c'est pas Nico, Paulin il démarre bien. Donc lui, le beat, Ok, vas-y, on t'écoute, voilà. vous le voyez pas, mais là il est Il tout est rouge. tout rouge. Il est vraiment tout rouge. Ouais, Vas-y. du coup, le but, c'est vraiment d'avoir une position de monopole, en Ouais. gros. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi? Deliveroo, Uber. Allez, on a un peu Stuart. Mais le but, surtout pour Uber, parce qu'aujourd'hui, Deliveroo se fait un peu manger par Uber, c'est d'avoir le monopole. Et donc, on voit ça très clairement, parce qu'en 2012, à peu près, il y a eu vraiment les premières boîtes à proposer ça. Donc, vraiment, les précurseurs en 2012, bon, le GPS n'était pas encore au top sur les téléphones. Il y avait Toc 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 qui s'est lancé à Paris, qui était Ouais. coté à quoi 50 000 balles quand ils se sont lancés. Ah ouais, donc vraiment un petit Ouais, truc, quoi. Vraiment que dalle. Mm. Et aujourd'hui, on est quoi? On est sur Deliveroo, qui est aujourd'hui capitalisé à quoi 2 milliards d'euros, ce qui est aberrant. Ah ouais, c'est ça, ouais. On a Petit Uber budget, Eats. quoi. Ouais, voilà, petit budget quand même. On a Uber Eats, qui aujourd'hui pèse quoi 40 milliards sur Uber. Enfin, Ah ouais. du coup, voilà, les gars, ils ont quand même un capital ultra ouf et qui est destiné en fait à s'étendre au maximum pour essayer de manger l'autre. Ouais. Donc là, c'est vraiment le concours qui a la plus grosse, hein, clairement, Ouais, pour ouais, essayer c'est de gagner des clients et de remporter tout le marché, quoi. Ouais, ils utilisent la flotte de coursiers. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on Ça. nous instrumentalise pour en fait obtenir le monopole. Et donc ça passe par une croissance qu'on essaye de booster artificiellement en fait pour déjà rassurer les investisseurs, donc toujours avoir plus de fonds. Pourquoi? Parce que sur ces 2 milliards qu'en fait a mobilisé Deliveroo, quasiment tout a été déjà dilapidé. Ils sont dans un modèle où il faut constamment avoir de nouvelles arrivées de fonds si on veut continuer à ne serait-ce que exister. Et donc pour ça, il faut avoir une croissance à 2 chiffres, Ah si ouais. ce n'est 3. Ok, ah ouais. Donc Deliveroo a fait un très bel effort là-dessus. Ils ont fait un beau rapport en décembre sur ça et ils ont aujourd'hui une marge de 23% sur ce qu'ils rapportent. Donc ils sont déjà rentables, hein. Ouais, Je parle ouais. de Deliveroo Monde, pas Deliveroo France. Et du coup voilà, ça passe par des changements dans la manière d'engager les coursiers. Les process. Ouais. Juste avant que tu enchaînes, tu les as eu comment ces stats? Ouais, alors ces stats en fait c'est parce que Deliveroo, contrairement à Uber Eats, est coté en bourse. Et D'accord. du coup ils ont un exercice semestriel ou voire même trimestriel où ils se déclarent plus ou moins avec fiabilité sur leurs résultats. Et ce qui est assez rare dans le monde de la foodtech, c'est que Deliveroo est le seul cette année à avoir fait un vrai exercice comptable où ils ont balancé des stats sur leurs résultats. Donc il y a 2 ans, ils avaient qu'1% de marge sur ce qu'ils faisaient. Et encore, bon,
on peut se douter que ce chiffre a été un peu traficoté pour les investisseurs. Et là, cette fois, ils réussissent à dégager plusieurs millions de bénéfices sur l'année. Ok. Voilà. Je pose la question simplement parce que régulièrement, les coursiers passent leur temps à dire que les plateformes sont déficitaires et que du coup, c'est normal qu'on soit payé de moins en moins, etc. Alors ça, c'était vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on peut arrêter de croire ça. D'accord. Elles sont plus déficitaires, elles gagnent de l'argent, mais en fait, le souci aujourd'hui, c'est qu'elles investissent tellement qu'elles ont quand même besoin d'argent. Elles ont besoin soit d'emprunter de l'argent, soit d'en avoir par des investisseurs. Et donc c'est pour ça, elles sont pas vraiment déficitaires, mais elles sont en appel constant de fonds pour pouvoir continuer à s'étendre. On voit Deliveroo qui part sur des locations de scooters. On a vu ça rapidement sur je sais plus quel magazine. Voilà, petite parenthèse. Donc effectivement, ça fait partie des trucs, des avancées, on va dire. Sois plus précis. Des locations de scooters pour les coursiers qui voudraient... J'ai pas lu le titre, il y avait 3 petits points de suspension, je me suis arrêté là. Bon, mais Deliveroo proposait de mettre à disposition des scooters pour les livreurs qui voudraient le faire en scooter. Ok. C'est ça. Tu peux continuer. Ouais, donc là je me rends compte qu'en fait j'ai complètement divagué du sujet de base. Vaguer. Donc comment entretenir une croissance forte pour les plateformes. Donc en gros jusqu'à ce que Uber arrive, on avait quand même sur Bordeaux Deliveroo, Foodora, qui étaient les deux gros concurrents, qui restaient à peu près sur Bordeaux Centre, intra-boulevard, avec le campus, Mérignac pour Deliveroo. Ça commençait un peu à s'étendre sur le Bouscat. Pour Foodora, la Bastide aussi. La Bastide, complètement. Mais voilà, on restait quand même dans un périmètre assez restreint. Et au final, il n'y avait pas une si grosse concurrence que ça. Enfin, il y avait une concurrence entre coursiers, mais sur le plan de la compétition, les deux avaient des offres à peu près similaires. Il n'y avait pas... Sur le plan des coursiers, c'était des coursiers assez similaires. Il y a combien de temps ? Il y a 2 ans, ça ? Ouais, il y a 2 ans, je parle, complètement. Parce que moi, je me souviens quand j'ai démarré il y a 2 ans, c'était est-ce que je pars chez Foodora ou est-ce que je pars chez Roux, tu vois ? On hésitait, on était là, bon... Ouais, les nouveaux contrats roux à 5 € la course, bon, voilà, et Foodora à côté. Bon, en même temps, Foodora, ils sont habillés en rose, ça fait chier, tu vois. Enfin, bref, non, voilà, du coup... Non, voilà, c'est ça, c'était à peu près la même chose. Et là, t'as Uber qui arrive en janvier 2017, qui est là pour tout niquer, clairement. Ils arrivent, donc eux, qu'est-ce qu'ils font ? Dès le début, ils enlèvent toute sélection, n'importe qui arrive. On recrute plus... par les capitaines, tout ça, par les procédures de recrutement. Casier judiciaire ou pas d'ailleurs, il y a un moment où c'était pas demandé, il me semble. Est-ce que c'était des rumeurs ou pas ? Non, ils demandaient le casier judiciaire dès le début. Okay. Non, mais Uber a toujours demandé le casier judiciaire. Ouais, parce que moi on m'a dit plein de fois, non, demande pas le casier. Deliveroo demandait, tu sais, une lettre, juste une déclaration sur l'honneur, que ton casier était vierge. Ouais. Et Uber était justement les premiers et les seuls à demander vraiment un extrait du casier. Mais après, c'est falsifiable. Et des gens l'ont falsifié. Après, mais ça, c'est ce autre que je veux chose. dire, c'est que voilà. Non, et puis voilà, ils ont recruté à tour de bras. Et eux, dès le début, ou presque dès le début, ils se sont lancés sur l'intégralité du territoire intra-rocade, et pas intra-boulevard, ce qui a littéralement déstabilisé les deux autres concurrents. Ouais. Et ce qui a en fait entraîné une sorte de massification de l'activité, c'est-à-dire qu'on passe d'une flotte de 100, 200 coursiers, 300 coursiers peut-être pour chacune des deux plateformes, à un truc où on a besoin de plusieurs centaines de coursiers pour justement avoir cette nouvelle demande sur Ezine, sur Pessac, sur Bègle. Avoir une base solide pour répondre à tout ça. Et ça passe par quoi ? Ça passe par des stratégies différentes de développement, mais aussi un nouveau public en fait touché pour faire coursier. Parce que jusque-là, on avait des coursiers qui faisaient ça pour faire du vélo ou quoi, et là du coup on avait des mecs qui étaient là plutôt parce que ça permettait de faire de l'argent rapidement. Ouais, complètement. Vu que du coup il n'y avait plus le fixe, c'était on bosse quand on veut, c'est free shift. Pour en revenir pour en revenir au précédent épisode que tu avais enregistré avec nous, Paulin, tu parlais en fait de la 3e génération de coursiers, quoi, les mecs qui étaient là juste pour la thune c'est celle-là, en fait, et qui étaient moins dans l'esprit coursier en fait. Ouais, moins dans la communauté, quoi. Exactement, et c'est vraiment cette population-là que Uber a voulu toucher dès le départ. Ils s'en sont jamais cachés. Et du coup, ça passe par quoi ? Ça passe par une triple stratégie d'extension en fait, qui a été amenée par Uber. Donc, du coup, il y a l'extension spatiale, comme on l'a vu, avec le développement des distances. Donc là, on passe à la rocade. Là, maintenant, aujourd'hui, on est jusqu'à Ivrac, Sainte-Eulalie, tout ça. Ça part n'importe où. Donc dans des zones qui sont presque plus faites du tout pour le vélo. N'en déplaise à Rémi qui roule au haillant avec son vélo, bravo. Ouais, là on est très concentré sur Bordeaux du coup. Et mais du coup, la première conséquence de ça, c'est que nos distances de commande
ont explosé en l'espace de 2 ans. Aujourd'hui, on fait des commandes à quoi 6-7 km, ça peut arriver. C'est rare encore, mais ça arrive. Encore faut-il les accepter. On a encore le choix de l'accepter, en tout cas avec Deliveroo, les courses encore. Donc ça, on a de la chance pour ça, parce qu'avec Uber, c'est un peu plus compliqué. Ouais, et surtout qu'au début, on savait pas qu'on pouvait les refuser. Donc ce qui faisait qu'on se faisait doublement avoir. Puis après, du coup, il y a aussi les horaires qui ont explosé. C'est-à-dire qu'avant, on ouvrait que à midi le soir. Après, on a passé au week-end. Aujourd'hui, Uber, c'est ouvert jusqu'à 4h du matin. Ça recommence à 7h du matin, un truc comme ça, 8h du matin. Enfin, du coup, voilà, ça explose. On ouvre de nouvelles villes, mais alors là, on n'est plus sur Bordeaux ou Lyon, on est sur, je sais pas, Marmande, on est sur Langon, enfin peut-être pas Langon, mais on est sur des villes de taille moyenne. Sans être péjoratif. Sans être péjoratif, non, mais voilà, c'est des villes de taille moyenne qui sont beaucoup moins denses en population, et donc beaucoup moins rentables pour ces plateformes. Donc cette triple stratégie, en fait, elle se traduit par quoi ? Elle se traduit par plus de distance, qui donne moins d'argent aux coursiers. Et le problème, c'est que ça n'a pas été perçu par la grande majorité des coursiers. Pourquoi ? Parce que déjà, il y en a plein qui sont rentrés à ce moment-là, donc qui ne savaient pas comment ça fonctionnait avant. Et puis même nous, comme coursiers, on a vu que ça diminuait peut-être un tout petit peu, mais du coup, on a roulé légèrement plus vite, donc ça compensait. Et puis c'est noyé dans ce genre de chiffres est noyé dans le quotidien, parce que nous, on n'est pas spécialement vigilants par rapport à moi le premier, par rapport à nos factures. On l'a vu avec des gars qui ont proposé des logiciels pour calculer automatiquement tes factures, etc. Mais même moi, tu vois, pourtant j'ai véhiculé, on a véhiculé l'information en début d'année, même moi je l'ai pas fait, tu vois. Et c'est ce genre de truc. Ouais, je sais, mais bon, après voilà, c'est comme ça, mais c'est pour ça que je suis pas un bon élève pour ça, mais bref, on ne fait pas le point assez régulièrement sur nos factures, et en tout cas on fait pas assez le point sur l'état de santé de notre métier, en fait, tu vois. Et pourtant on a les outils pour ça, mais voilà, parce que notre caractère de coursier, notre profil de coursier, je sais pas, fait qu'on n'est pas assidu là-dessus, et effectivement ça profite à cette croissance, ce truc-là qui fait que croissance, d'ailleurs, du coup, je vais revenir là-dessus, mais que tu parles de croissance spatiale, on a la croissance au niveau du nombre de coursiers aussi qu'on recrute. C'est une croissance qui se passe aussi par là, quoi. C'est là où j'allais venir, parce que là, on a parlé des stratégies extensives, comment étendre sur différents plans, et là maintenant, la stratégie intensive, comment du coup massifier tout ça. Donc, on recrute plus de coursiers, normal, puisqu'il y a plus de zones à desservir. Et du coup, c'est ce qu'on disait avec PAF tout à l'heure. Enfin, ça fait venir des coursiers de 3e génération avec aucun standard, parce qu'il n'y a plus de modèle de recrutement. Et du coup, vu qu'il n'y a plus de coursiers pro recrutables, on recrute à tour de bras des gens qui en fait se sélectionnent sur le terrain, qui s'épuisent ou qui continuent de rouler. Donc qui passent soit qui, au bout de quelques mois, s'arrêtent parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, ou qui cherchent à se professionnaliser un petit peu pour pouvoir mieux travailler, en fait. Qui roulent à la motivation, en fait, clairement. Ouais, clairement. Voilà. C'est tout le free shift, etc. Et c'est des gens qui vont rouler 1 heure dans la journée, et puis ils vont fatiguer, ils vont en avoir marre. Et puis après, ils vont rouler 1 mois, et puis ils vont en avoir marre. Et puis le turnover est tellement énorme qu'on a tellement derrière qui font la même chose que ça se voit pas, en fait, pour les clients, en tout cas les gens qui commandent, du coup, parce qu'il y a toujours des coursiers au final. Voilà. Mais en plus, ça fait un service vraiment horrible pour les clients, parce que du coup, c'est des gens qui sont là depuis 2-3 semaines, qui font n'importe quoi, qui volent des commandes. Il y a eu une explosion des vols de commandes quand Uber est arrivé, même par des coursiers Deliveroo ou Foodora. Il y a des mecs qui sont allés exprès à Uber pourquoi pour détourner des commandes, pour bosser n'importe comment, parce que c'était marrant, et puis parce que ça faisait un peu d'argent aussi sur le côté quand ça tournait pas bien avec Foodora ou Deliveroo en plein milieu d'un après-midi en plein été, quoi. Moi, quand je discute avec des restos, personnellement, j'ai de plus en plus de restos qui me disent je suis aussi client, et quand je commande Uber, ça arrive régulièrement qu'il y ait des mecs qui aient un service qui soit lamentable, tu vois, vraiment, quoi, qui se disent mais moi je suis dégoûté d'avoir payé pour ça, quoi, tu vois, parce que genre le mec il arrive avec la commande, le coursier il demande au gars de descendre. Il demande pas de descendre en bas de chez lui, il demande de descendre pour rejoindre au rond-point à côté, tu vois, genre, enfin, t'es là, mais gros, ça part en cacahuète complet, quoi, des fois, avec certains gars. C'est ouf. Et puis le pire, c'est que ça part pas que chez les coursiers en cacahuète, ça part aussi chez les restos, parce que du coup, on est passé sur une strat aussi où, avant, quand même, Deliveroo, Foodora, c'était des restos qui étaient un peu prestigieux au début. C'était quand même destiné un peu à la clientèle bobo du centre, qui pouvait se permettre de payer un menu à 20-25 balles. On livrait des grosses commandes quand même au début.
Et puis Uber est arrivé, leur stratégie a été l'inverse en fait des deux autres. C'était nous on commence par le bas, on prend tout ce qui est tacos, kebab, fast food en fait. Et petit à petit, on va prendre des restos plus quali pour toucher en fait une nouvelle clientèle qui commandait pas chez Uber, enfin chez Deliveroo et Foodora, et pour en fait essayer de couper l'herbe sous le pied des concurrents. Ouais. Donc ça passe par une grosse dégradation effectivement du service. Ouais, c'est clair. Et du coup, le point d'orgue, si je puis dire, de cette stratégie, c'est que ça précarise les anciens coursiers parce qu'on a des centaines de nouveaux qui travaillent n'importe comment et que ça permet du coup notamment à Uber du coup, puis petit à petit à Deliveroo et Foodora parce qu'ils ont dû suivre cette stratégie pour s'aligner en fait. Ouais, sinon ça coule quoi, c'est clair. Ouais, après, c'est clairement du capitalisme sauvage. Il y en a un qui fait qui casse tout, tout le monde le suit. Parce que c'est la seule manière de subsister et de pas perdre la clientèle. Ouais, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, quand on est coursier, on se plaint des courses, on se plaint des prix, on se plaint des minimums, etc. Mais c'est vrai que voilà, on le dit régulièrement dans le podcast, mais ça reste une concurrence chez eux aussi, quoi. La concurrence, elle est rude, quoi. Donc, ouais, c'est ça, faut essayer de se mettre un peu à la place de ces plateformes. C'est compliqué pour eux de subsister face à Uber qui est vraiment arrivé là et qui a tout détruit. Donc ouais, forcément ça se répercute sur nous parce que pour faire des économies, c'est qui prend, c'est soit le resto, mais les restos ils sont déjà à 20% de com et du coup c'est dur de rogner plus chez les restos, sinon à un moment ils vont arrêter de bosser avec eux. Et puis il y a les coursiers, donc on baisse le prix là où on peut chez les coursiers et jusqu'à ce que ça râle quoi. Et le problème c'est qu'on peut plus trop râler parce que aujourd'hui, vu qu'il y a maintenant je pense qu'on peut dire qu'on est quelques milliers de coursiers sur Bordeaux à travailler plus ou moins régulièrement, hein, bien sûr, mais en force de réserve je parle, on est quelques milliers et ça empêche en fait aux gens de faire un mouvement de contestation parce que aujourd'hui c'est tellement facile pour eux, pour Uber, pour Deliveroo de rompre des contrats que si on commence à foutre la merde un petit peu, on risque de se faire éjecter directement du système, de se faire blacklister et pour eux c'est pas un problème de perdre un coursier. Pour un coursier c'est beaucoup plus grave de perdre une plateforme. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus dur qu'avant. Le rapport de force n'est absolument pas équilibré. Exactement, le rapport de force était déjà pas très équilibré à la base, mais aujourd'hui il est complètement en la faveur des plateformes parce qu'aujourd'hui si tu te la ramènes, tu peux facilement te faire une rupture de contrat et donc ou un blocage de compte temporaire le temps qu'on analyse le dossier et qu'on voit comment ça se passe, etc. quoi. Ouais. Et l'autre conséquence de ça c'est qu'on a un sureffectif de coursiers, ce qui pour en fait gérer les pics, hein, tout simplement. On l'a vu il y a plusieurs semaines que on était obligé d'avoir plus de coursiers en période de forte affluence et que du coup après quand il y avait moins de commandes il restait plein de coursiers et que du coup on gagnait moins. Donc ça c'est une autre conséquence qui aujourd'hui est faisable pour eux, notamment Deliveroo, on l'a vu ces dernières semaines, hein, même si ça s'améliore un petit peu. Ouais, ça va. Je vous ai pas demandé comment s'était passé la semaine d'ailleurs. On était là un petit peu vite, on s'est emballé d'un coup, mais c'est vrai que la semaine était. Enfin là, ça commence à revenir doucement là les commandes. On voit qu'il y a des pics qui sont pas bien ciblés, pas voilà, qui sont pas là où ils devraient être certaines fois. Mais il y a eu moi personnellement dans la semaine des moments où ça commence à revenir un petit peu et c'est bien parce que c'était pas inquiétant mais presque quand même. Ça fait quand même longtemps que là on est en genre down. Les restos pareil quoi, ils sont enfin pas tous mais la moyenne quoi est pas au beau fixe au niveau des commandes et du montant des commandes qui sont passées quoi. C'est déjà parce que comme l'a dit Paf lors de la réunion des coursiers, Uber s'était complètement planté sur les estimations de commandes de février. Oups. Deliveroo a sûrement un petit peu joué avec les chiffres sur les plannings parce que il y avait quand même trop plus de coursiers que ce qu'il fallait. On le savait tous quand même. Enfin, faut même quelqu'un qui n'est pas sur le terrain peut le voir, je pense. C'est l'interprétation qu'ils en font derrière aussi. Par exemple, je me souviens qu'une fois quand on avait fait un atelier Makito, ils avaient annoncé, enfin ils nous l'ont dit à nous entre quatre murs quoi, ou entre quatre yeux, que en gros en fait il y avait beaucoup trop de commandes qui étaient refusées et que du coup ils devaient gonfler les plannings en mettant beaucoup plus de place pour qu'il y ait des gens qui finissent par accepter les courses que nous on refusait. En fait c'est l'informatique bête et méchant en fait. L'informatique elle voit quoi? Elle voit des commandes en attente, donc on augmente les effectifs pour pallier aux commandes en attente, tu vois. Le problème, c'est qu'après, les coursiers ont fini par comprendre un petit peu ce mécanisme-là. Et du coup, on commençait à se plaindre et à un tel point que du coup, ils ont fait machine arrière, ils ont réduit les places.
Bon, après, je pense que pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent du podcast, j'avais déjà expliqué pourquoi, sur un ton un peu conspirationniste, mais pourquoi ils réduisaient les places. C'était pour créer une forte demande auprès des coursiers d'avoir plus de place et donc potentiellement d'ouvrir les portes du free shift. Ouais, créer un problème pour le résoudre immédiatement par une solution, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont vraiment bien rebaissé les places. Et d'ailleurs, on va en reparler encore juste après. Ok, on verra si c'était ça. Ouais. Teasing. Ouais. Un petit teaser de PF. Et écoutez, on va se faire déjà un petit point météo, histoire de prendre une petite respiration. Pour là, on reprend de suite. Je laisse la place à notre JR national qui nous fait une météo, je vais rater aussi, de l'enfer. C'est parti. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Salut à tous, bienvenue chez ce petit point météo pour le podcast du premier cercle. Je vais vous parler de la météo qui va faire cette semaine et en début de semaine prochaine. Alors pour tout vous dire, cette semaine ça sera sans pluie, des températures de l'ordre de 18 degrés au maximum la journée. Par contre le soir il fera toujours assez frais avec des températures qui chutent vraiment après 21h, 22h, donc de l'ordre de 8-9 degrés. Pour ce week-end, les températures en soirée seront toujours assez fraîches. En journée, on sera de l'ordre de 14 à 15 degrés. Donc, alternance de nuages et de soleil, mais pas de pluie pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, on se dirige vers un temps un peu plus chaud, avec des températures qui vont avoisiner les 20 degrés. Et puis des températures qui monteront aussi en soirée et en matinée. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon shift à tous et à bientôt. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Le rapport de force du coup qui est totalement biaisé, qui est incontredisable, ça se dit en français. C'est pas grave, néologisme, continue. Voilà, je te laisse continuer Paulin, je te relance là-dessus. Ouais, allez. Ouais, donc du coup, vu qu'on peut pas trop se la ramener par rapport aux plateformes, comment on peut faire pour essayer d'améliorer un petit peu notre statut en passant par la loi, tout simplement, par la régulation de la part de l'État. Et donc, on a beaucoup entendu ces derniers temps de gens parler d'un troisième statut. Donc du coup, entre celui de salarié et d'auto-entrepreneur. Ça revient beaucoup parce que du coup, les gens voient quand même qu'il y a un certain lien de subordination. Ils n'ont pas forcément envie d'être salariés non plus. Il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas cette envie, qui aiment bien profiter de leur liberté. Et en quoi c'est du bullshit, ce troisième statut, je vais vous le dire maintenant. C'est que Paulin a des opinions, attention. Ouais. non, mais c'est vraiment du bullshit, ça se fera jamais, ça je peux vous l'assurer. Pourquoi ? Déjà, le premier indicatif, le premier indice, pardon. Je te rattrape pas du tout, en plus je te laisse. Plus 33. Non, voilà, le premier indice que ça se fera jamais, c'est que les anciennes boîtes qui étaient déjà là, par exemple Planète Sushi, je sais pas, Pizza Hut, qui livraient déjà avec des gens, aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment souffert de l'arrivée d'Uber, de Deliveroo. D'ailleurs, Planète Sushi a récemment lancé une grosse opération d'investissement pour retaper un peu leur flotte de scooters. Pareil, je peux envoyer le doc s'il faut. Ça montre que vraiment le statut de salarié est possible en fait dans ce milieu et que au final l'arrivée du statut d'auto-entrepreneur dans ce milieu a vraiment pas trop impacté les autres entreprises qui continuent de se faire de l'argent. Ouais. Bon, alors effectivement, il y a peut-être plus 4 scooters qui livrent Planète Sushi le soir, il y en a peut-être plus qu'un ou deux, mais ils continuent de subsister, d'être rentables avec ça. Partiellement peut-être aussi parce qu'ils contrôlent toute la chaîne, c'est eux qui font leur propre nourriture, c'est eux qui vendent leur propre nourriture, alors que Uber font leur a pas ce recrutement. système. Donc effectivement, c'est peut-être un peu plus dur pour Uber d'être rentable avec un système salarié, mais c'est possible. Je pourrais rajouter un petit point. La grosse différence entre Planète Sushi et Uber, en fait, tu disais qu'ils étaient peut-être passés de 4 scooters à un scooter. Il y a peut-être un problème de volume de commandes, dans le sens où, on en a parlé au dernier épisode, c'est que les plateformes comme Uber font beaucoup d'opérations promo. Tu sais, un acheté, un offert, ils jouent énormément là-dessus. Ça s'appelle comment, le Monday, je sais pas quoi. Le BOGO. Les opérations BOGO, buy one, get one. Je pensais à celui du mardi. Et du coup, ça fait que les gens qui, il y a 10 ans, étaient des fervents utilisateurs de Allo Resto, de Planète Sushi, de
je prends mon téléphone, mes pages jaunes et j'appelle le pizzaiolo, tu vois. Et ben ces gens-là aujourd'hui, ils sont vachement plus attirés par les offres promo des plateformes. Ils se dirigent vers ces offres de plateformes. Et du coup, c'est pour ça que les Planètes Sushi et les Pizza Hut ont peut-être en interne, eux, moins de volume de commandes, tu vois, qu'avant en fait. Peut-être que si ces restos-là refaisaient des offres promo, et du coup ils attiraient peut-être plus de clients. Enfin c'est chaud parce que de toute façon le principe des plateformes en fait je vais pas rentrer dans les détails entre Deliveroo et Uber tout ça ou peut-être dans un prochain épisode, mais il y a un truc à prendre en compte, c'est que les plateformes elles ont un marketplace et le marketplace c'est un gros aspirateur à clients et c'est pour ça qu'en fait le marketplace va centraliser toutes les offres des restos et va aspirer comme un gros j'ai pas un de gros marque bulldozer en tête, mais tu veux, elle va aspirer en fait les clients, tu vois, et c'est pour ça que les restos un peu indépendants tout ça ont moins de volume, voilà. Donc après du coup les offres promo en propre des restos, je sais pas s'ils auront aussi les fonds suffisants pour les faire, mais clairement voilà le principal ennemi des restos aujourd'hui, c'est le marketplace. C'est vraiment le marketplace des plateformes. Okay. C'est eux qui aspirent tout, c'est eux qui gèrent la visibilité des restos. Ça fait office de vitrine, quoi. C'est ça. Carrément, marketplace, c'est les places de marché en fait. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que du coup les restos ont un coursier attitré plutôt que 10 comme auparavant, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces mêmes restos aujourd'hui ils commencent à tisser des partenariats avec Uber ou avec d'autres plateformes. Parce que du coup, ça leur permet de rester visibles et de bénéficier de ces offres marketing sans rien payer et de continuer d'à côté d'avoir leur scooter à eux. Donc on voit ça avec Pizza Hut tout simplement et Planète Sushi aussi, qui depuis quelques mois maintenant sont sur ces plateformes. Et alors, deuxième indice, c'est aussi que chez nos voisins européens, on a déjà fait du Deliveroo en salarié. Tu parles de la Belgique ? Exactement. Ouais, vas-y. Alors, traite le truc. Si tu veux, allez. En gros, c'est régulièrement les choses pour allez, c'est bon. Il est parti. En gros, la stratégie de Deliveroo et tout, c'est d'utiliser l'auto-entrepreneuriat pour contourner la législation. Quand la législation existe. C'est-à-dire qu'en France, on avait depuis Fillon une législation qui permettait l'auto-entrepreneuriat, donc depuis 2008. En Belgique, il n'y avait pas ce statut. Il n'y avait que le statut en fait, de salarié ou de entrepreneur, et pas d'auto-entrepreneur. Ce qui fait que jusqu'à ce que ce statut arrive, Deliveroo a dû contourner un petit peu les règles pour continuer à quand même avoir un modèle un peu freestyle, mais en gardant les codes du salariat. Comment ils ont fait ça ? Ils sont passés par une espèce de coopérative. Voilà, qui s'appelle la Smart, qui en fait repose un peu sur le principe de l'intérim. C'est-à-dire que en gros, tu bossais avec la Smart pour Deliveroo. Et ensuite, la Smart te donnait tant d'heures par rapport à ce que tu avais bossé. C'est un peu de l'intérim express. Normalement, l'intérim, on signe un contrat, on bosse une semaine. Là, c'était des micro-contrats en fait, qu'on signait à chaque fois qu'on roulait. D'accord. Et ça permettait en fait, de continuer d'avoir une protection sociale pour le coursier. Ça a imposé à Deliveroo de continuer de payer des cotisations patronales. Et tout le monde au final restait globalement gagnant parce que c'était un genre de fusible en fait entre les deux qui permettait de faire la transition, quoi. Et Deliveroo a continué de bosser en Belgique jusqu'à ce que la législation passe pour ensuite passer tout le monde en auto-entrepreneuriat. Mais ça montre que ces plateformes ont déjà bossé avec un système assimilé à du salariat, même si c'est pas vraiment du salariat, qu'ils ont payé leurs cotisations, que nous on a touché des cotisations. Et qu'on gardait ce modèle flexible. Bon, alors certes avec des créneaux, il n'y avait pas de free shift, mais qu'on pouvait quand même avoir un modèle qui nous protégeait plus pour à peu près le même mode de rémunération. Ils gagnaient à peu près pareil que des coursiers français. Donc l'oasis tant désiré existe. L'oasis tant désiré existe. Mais c'est sur ce modèle que s'est basé CoopCycle et les différentes petites coopératives qu'il y a un peu partout en France. Ils se sont inspirés largement de la Smart en Belgique. Complètement, et ça c'est génial. Mais ça montre que en fait, c'est possible pour ces plateformes, mais qu'elles ne le font pas parce que elles ont juste la flemme de payer leurs obligations qu'elles devraient payer normalement. Le principe c'est qu'il n'y a aucun intérêt à le faire, à partir de là ils ne le font pas. C'est ça leur permet d'économiser de l'argent en fait, de nous mettre en auto-entrepreneur. Et en plus, ils n'ont pas à nous payer nos congés maladie et tout ça.
Après, pour re-rentrer dans la défense des plateformes, même si j'aime pas le faire du tout, mais nous on le fait à notre propre échelle, quand on va acheter des trucs à moins cher sur des sites, voilà, ça. Tu vois, c'est un mécanisme de l'être humain est fait comme ça. On a besoin de l'argent. Mais là, il se trouve que c'est une entreprise, hein, c'est pas des individus au sens propre, mais voilà, le but est de faire de l'argent, ou en tout cas de ne en perdre le moins possible. Donc, la démarche, c'est ça. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait juste que ça s'arrête, ce besoin d'avoir, tu vois, de générer de l'argent. Je sens que tu galères, vraiment. Ouais, parce que... J'ai compris ce que tu voulais dire, mais je suis pas sûre. Le début était bien, j'aurais dû arrêter là. Non, mais tu parlais de commander sur Internet et de pas, du coup, aller dans des commerces de proximité. Exactement, voilà. Mais c'est ça, pour moi, là, après, c'est mon avis personnel, mais la démarche est sensiblement la même quand on fait ce genre de choses. Et moi, le premier, je le fais, hein, donc voilà. Je pourrais vous faire une petite parenthèse aussi. Alors là, c'est pas du tout de la conspiration. Là, je vais clairement vous parler business en fait. Et c'est la chronique bise. Clairement, voilà, je vous le dis. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que entre Deliveroo et Uber, les modèles économiques sont très très différents en fait, très très différents. Ouais. Nous, vous l'avez remarqué, avec Deliveroo, on est des sous-traitants. Donc on travaille pour Deliveroo. Enfin, on a un coût pour eux en fait. Ils ont besoin d'un service de livraison, donc ils nous payent pour le service de livraison. Le modèle économique d'Uber est radicalement différent. Uber en fait est une plateforme de mise en relation et je vais vous parler de la cible. Ça c'est important, si un jour vous voulez monter un vrai business, il faut que vous définissiez votre cible. Ouais. La cible, c'est auprès de qui vous allez vendre un service et vous allez en retirer de l'argent. En fait, la cible du business de Uber, c'est les professionnels du transport. Donc, en gros, si tu veux, Uber, ils ont une plateforme de mise en relation et ils vont chercher à recruter tous les professionnels du transport, les chauffeurs VTC. Bon, là, ça va être les transports en commun bientôt. Et c'est aussi les livreurs. Et c'est pour ça, justement, qu'il n'y avait pas de profil type pour le recrutement en fait. Ouais. Parce que eux, comme leur cible pour leur business, c'est les professionnels du transport, donc plus ils vont recruter de livreurs et de chauffeurs, et plus ça va grossir leur fonds de commerce. D'accord. Okay. Parce qu'en fait, ils proposent une mise en relation, donc via la marketplace qui est un aspirateur à clients et compagnie, tu vois, en créant du volume de commandes, en signant un maximum de partenariats avec tous les restos possibles, imaginables, de tout ce que tu veux. Et grâce en fait à ces flux de commandes, ils auront ensuite un maximum de professionnels de transport qu'ils auront, peu importe qui c'est, que le mec n'importe quoi, enfin ils prennent n'importe qui. Ouais, professionnel, après, c'est pas à prendre au pied de la lettre quoi. Ouais, peu importe qu'il ait une éthique professionnelle, tu vois, peu importe. Mais en gros, voilà, il est sur le terrain, il travaille et dès l'instant où il travaille, Uber lui ponctionne 25% en fait. D'accord, ok, d'accord, voilà. Je vois. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de profil type pour leur recrutement. Il faut qu'ils recrutent à balle et plus il y a de coursiers sur le terrain, plus il y a des commandes qui sont livrées et plus ils vont engranger 25%. D'accord. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. En fait. D'accord, ok. Voilà, c'est la grosse différence par rapport à Deliveroo. C'est comme un mec qui, pour faire une métaphore, un ouvrier qui partirait à la mine, il ressort de la mine, il a fait des sous, et puis il en met à chaque fois une petite pièce dans la poche de son patron directement. Quoi. Donc c'est pour ça que tu vois, pour eux... Ça c'est pour les gens qui ont moins de 4 ans. Alors, non, l'image est perturbante quand même. Je sais pas. Ouais, c'est une métaphore, on peut pas chercher en plus. Là. Mais voilà, donc c'est pour ça en fait que Uber s'en fout de la qualité de leurs livreurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours un maximum de professionnels du transport. Voilà, peu importe qui les livre ou pas, c'est pas grave. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est toujours un maximum. Et voilà, à la différence de Deliveroo, parce que du coup, Deliveroo, forcément, plus ils ont de coursiers et plus il faut les payer, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Alors après, ils ont fait des bails comme avec les nouveaux contrats et tout ça. Ouais. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse sur les différences de modèle économique entre les deux. Et voilà, et pourquoi ils agrandissent les zones à balles et ils recrutent et voilà. Ok. Ouais, c'est ça, c'est clairement une démarche opportuniste de leur part qui fait que ça les arrange bien de gagner leurs 25% sans les donner à l'État. Mais ça montre quoi ? Effectivement, comme tu disais, c'est super pour eux, hein, ils ont trouvé le filon, c'est génial. Mais ça montre aussi que le problème, il vient pas forcément de ces boîtes, mais de l'État qui permet ça. Et donc, pourquoi en fait, il n'y a pas de régulation ?
C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un gros lobby qui fait que c'est pas possible et que ça arrange personne de légiférer là-dessus, quoi. Ouais. Ça a été montré avec l'espèce de charte qu'ils essayaient de nous faire faire. En gros, avec la loi L'Homme, du coup, ils essayaient de nous faire des chartes internes à chaque entreprise. Bon, ça a complètement capoté. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y aura jamais de troisième statut, parce que au final, c'est complètement possible de bosser autrement et que ça arrange personne. Ok. Les 2 pouces levés, Paulin a fini son explication. C'était un régal. Voilà. Et oui, parce que en fait, je vous l'avais pas dit, mais justement, comme la cible du business en fait de Uber, c'est les professionnels. C'est pour ça que ça a aucun intérêt pour eux qu'ils soient en salarié, parce que tu imagines bien que si demain tous les livreurs Uber en fait étaient salariés, ils pourraient plus prendre leurs 25% en fait. Ouais, mais c'est ça, voilà. c'est ça. Et donc, du coup, le truc se casse la gueule complètement, quoi. Oui, en fait, ça va complètement à l'encontre de leur business model, quoi. Après, ça se casserait la gueule, mais il y a quand même des clients qui se sont habitués au système. Donc il y a quand même des gens qui sont en demande, qui sont habitués à leur petit repas du dimanche soir, ce que tu veux, et qui ont ce besoin. Le besoin est né, il est créé, il est dans les mœurs maintenant, tu vois, dans une certaine tranche d'âge, qui en plus grandit, cette tranche d'âge, elle existe toujours. Tu vois, genre, c'est tous les nouveaux qui ont 18 ans, on s'en fout, qui sont plus jeunes. Ils sont habitués à ça, en fait. C'est pas un truc qui correspond à une génération, qui vieillit, qui va moins commander. Non, c'est vraiment tout le monde qui se met à commander de plus en plus. Et forcément, cette demande, elle existe. Donc ça veut dire que, pour moi, si on peut positiver un petit peu, c'est-à-dire qu'il y aura quand même besoin de coursiers, de gens pour trimballer ça, tu vois. Ils seront toujours en fait en statut d'entrepreneur, en fait, toujours en relation commerciale. C'est de toute façon, après, c'est un des avantages aussi. Pourquoi on est en statut entrepreneur, c'est que pour eux, pour le business, ils prennent vachement moins de risques. Parce qu'en fait, on n'est pas des actifs de la société. Je veux dire, on ne fait pas partie du patrimoine de l'entreprise. Ça s'appelle la fange. Non, mais tu vois, quand tu as une entreprise, que tu as des salariés, que tu as des meubles, des machines, des trucs comme ça, c'est ton patrimoine. Il faut qu'il soit proportionnel à ton activité, en fait. Et du coup, nous, c'est des relations commerciales. On ne fait pas partie du patrimoine de l'entreprise. Donc, si demain, l'activité chute... Ils peuvent ils peuvent s'en débarrasser, en fait. Froissez pas à pipou, ça va. C'est pas un problème, si tu veux. Pareil, si l'activité augmente, ils n'ont pas besoin de gonfler leur patrimoine. Non, ils vont faire appel à de la main-d'œuvre externe. Ils prennent des meublés, quoi. Je suis très métaphore cette semaine, mais elles sont tellement ratées, c'est pas grave. Je vous laisse continuer. Mais du coup, et je pense que le gouvernement, en fait, nous, tu vois, aujourd'hui, ça sert à rien de chercher à les convaincre, les plateformes et le gouvernement. On n'a pas besoin de les convaincre parce qu'ils savent très bien dans quoi ils se sont embarqués. Et voilà, et j'imagine que le gouvernement préfère jouer la sécurité et dire on préfère, pour sécuriser ces plateformes-là, laisser le statut entrepreneur, donc les relations commerciales, pour que ce ne soit pas des actifs de l'entreprise. Mais le problème, c'est qu'après, ça crée ce système un peu sauvage qui peut être très bien et très positif parce que les gens vont se mettre à gagner de l'argent. En tout cas, ça va pouvoir faire des appoints, etc. à certaines personnes qui en ont besoin à un moment de leur vie, patati patata. Mais ça te nique un métier aussi complètement. Il y a d'autres personnes qui vivent vraiment de ça et qui se mettent à ne plus en vivre et qui doivent faire autre chose. Après, tu me diras, peux-tu rebondir, etc. Mais ça fait chier de voir des corps de métier qui disparaissent comme ça ou qui sont réduits à des trucs qui ressemblent plus à rien, quoi. Tu vois, surtout que derrière les clients. En plus, moi, ce qui me fait chier, en fait, au fond, c'est que on parlait de la qualité de livraison. Là, on livre pas des meubles. Enfin, on livre pas des fleurs, on livre de la bouffe, tu vois. Et c'est dégueulasse. Faut savoir que à la base, la livraison, comme on l'a fait aujourd'hui, c'était un service de luxe à la base. C'était de la conciergerie. C'était quelque chose qui était réservé aux gens qui étaient millionnaires, qui avaient des black cards et des trucs comme ça. Aujourd'hui, ce service de luxe, il est à moitié gratuit, il est à 2,50 €. Ouais, tu le trouves sur l'App Store en plus, c'est pas mal. Tu vois, donc tu comprends bien que dans les mœurs, dans la culture, on apporte un service de luxe à prix discount, en fait. Ouais, mais c'est le principe de ce qui se fait maintenant. Ouais, donc c'est ça. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir des coursiers en costard cravate, tu vois, ils s'en foutent. Parce que le client va payer, et encore, je te dis, il paye 2,50 €. Mais si tu prends les offres BOGO à un acheté un offert,
c'est le luxe chez toi pour 3 fois rien en fait. Bah, regarde les micros avec lesquels on enregistre, c'est pas du luxe ça, mais ça marche. Non mais voilà, donc voilà, c'est... Il y aura pas de professionnel vraiment rigoureux dans le sens où on a dit voilà, c'est un service de luxe à prix discount, donc on a le service pour lequel on paye en fait. Okay. On va passer à la suite. Le dossier de PAF. Pourquoi Deliveroo durcit les stats pour l'accès au planning, celles qui nous permettent d'avoir un accès au planning privilégié, puisque le PAF Deliveroo PAF partout. Deliveroo a un fonctionnement qui lui est propre, à savoir des plannings qui s'ouvrent chaque semaine pour la semaine suivante et un accès à ces plannings, à ces derniers plannings qui se découpent en 3 accès différents, un premier à 11h, un deuxième à 15 et un troisième à 17. Évidemment, quand on arrive à celui de 11h, on a beaucoup de place, à 15 beaucoup moins, et à 17 plus du tout. Voilà. Ouais. Alors maintenant, voilà, on a accès à ces stats, à ces plannings, enfin ces ouvertures de planning, qu'on appelle des shotguns, grâce à des stats qu'on respecte, des stats de présence, des stats de ce qu'on appelle de swap, de respect des pics, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ouais. Et elles ont été durcies, ces stats. Elles sont beaucoup plus difficiles à... Enfin, pas respecter, mais les shotguns de 11h, en fait, donc le shotgun privilégié, le shotgun VIP pour accéder en premier au planning de la semaine suivante. À 11h. Voilà, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Pourquoi ? Effectivement. Alors, là, j'ai eu l'idée de ce petit sujet parce que justement, j'ai un pote coursier à qui c'est arrivé qui a dit « Merde, rip mon chiffre d'affaires, je suis à 15h, j'aurai plus de place. » Et ça m'a rappelé, en fait, on a un espion parmi nous qui, je me souviens, c'était c'est sûr de vouloir le présenter comme ça. Oh, oui, non, mais je tairai son nom. Mais... Là, j'ai des auréoles sous les bras, là, vas-y. Et ouais, parce qu'on est organisé, en fait, donc chez les BCC. Alors non, c'est pas un espion, il est pas à BCC, c'est un mec qui parle à plein de monde, fin de l'histoire. Et non, ce jour-là, en fait, je vais vous raconter la petite histoire. Ce jour-là, en fait, donc ce mec-là était dans le bureau Deliveroo. Et il y avait une conférence téléphonique, enfin une conf call Skype, en fait, une conf call Skype entre les ops de Bordeaux et ceux de Paris. Ouais. Et c'est ça qui est... D'ailleurs, ça montre bien qu'il y a un truc qu'ils aiment bien chez Deliveroo, c'est faire des conf calls, parce que comme ça, il n'y a pas d'écrit, ça laisse pas de traces. Ouais. C'est pratique aussi, hein, de faire des confs, quoi. Là, c'est... Ouais. On en fait tous les jours sur Discord. Vas-y. Et donc, à cette époque-là, en fait, c'était en mai 2018, la conférence call portait sur comme quoi ils avaient l'idée en tête, justement, de réduire les places à 15h et à 17. Ouais. Enfin, à 11h, 15h et 17h. Déjà, à l'époque, ils avaient cette idée-là de vraiment réduire drastiquement les places. Et ils les ont pas fait. Et alors vous allez me dire ouais mais ils en ont parlé et tout, pourquoi ils l'ont pas fait Ben en fait c'est par rapport en fait ils en avaient pas besoin. Aujourd'hui vous avez remarqué que entre 2018 et aujourd'hui on a un nouveau contrat avec un tarif de course qui est variable en fait. À cette époque là les courses étaient à 5 €. 5 € la course simple et 10 € la course double. Voilà. Aujourd'hui, on est passé sur un modèle avec un prix variable. Et on s'aperçoit qu'on a des doubles commandes qui sont plus proches des 7,50 € que des 10, tu vois. Complètement. Et en fait, à chaque fois qu'on discutait avec les ops, alors là, ils pourront pas dire le contraire, à chaque fois, en nous parlant de ce modèle-là, ils nous disaient « Ouais, mais quand même, vous voulez qu'on vous paye 10 € les doubles et tout. Mais si on prend l'exemple de Uber... chez Uber, combien vous êtes payé ? Tu vois, à chaque fois, ils remettaient ça sur le tapis. Je te jure, à chaque fois, les ops nous disaient ouais, mais chez Uber, vous êtes payé 3 € des courses simples et vous êtes payé 6 € des doubles, tu vois. Et aujourd'hui, on a un modèle de prix qui est variable, qui est imposé en fait par les plateformes. Et donc, du coup, il faut légitimer en fait cette baisse de tarif. Aujourd'hui, Deliveroo a un problème, c'est qu'avant il payait 10 € la double, aujourd'hui il a payé 7,50. Il faut qu'il trouve une explication pour légitimer à fond ce prix-là en fait. Et leur seul angle d'attaque, c'est de dire chez Uber, vous touchez tant pour les doubles. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui,
comme on a une flotte de coursiers qui est quand même vachement plus conséquente qu'avant, tu vois, ils peuvent se permettre aujourd'hui d'appliquer la réduction de place à 11 heures pour que les mecs n'aient plus de place sur le planning et qui vont aller shifter Uber en fait. En fait, ils poussent leurs coursiers, leurs partenaires à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ailleurs en fait, tu vois. Alors cette chronique est... Ils pousseraient. Utilise le conditionnel s'il te plaît, on n'a pas de preuve. Ouais, ils pousseraient. Je précise qu'on met quand même une astérisque puisqu'il y a certaines personnes qui... Astérix est là. Voilà. Continue. Il s'agit de la vie de Nico. Voilà. Et tu as tort ou raison, je ne sais pas, mais il n'y a aucune stricte putain de vérité affirmée. Voilà. On n'allait pas brûler les bureaux, voilà. Hein? Non, mais c'est juste. Après, c'est vrai qu'il fait froid en ce moment, donc. Mais moi, c'est ce que je constate, c'est que mes potes qui aujourd'hui n'ont plus accès au planning à 11h, qui se retrouvent à 15h, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller shifter Uber. Totalement. Et moi, le premier, j'étais bloqué à cause à 15h. Et, voilà. Et si jamais tu vas au bureau, enfin non, on peut plus y aller parce qu'ils nous ouvrent plus la porte. Ouais. Mais en gros, si tu dis aux ops, tu te plains du prix des doubles, ils te disent ouais, mais chez Uber, vous les faites à 7 €. Ouais, même peut-être des fois moins quand elles sont courtes. Hein. Donc, même moins, tu vois. Et le truc, c'est que tu peux pas te plaindre auprès d'Uber. On a vu ce que ça donnait quand t'allais te plaindre chez Uber, tu vois. Ouais. Donc, je me demande. Enfin, tu vois, s'il n'y a pas une entente, enfin, en gros, voilà. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait carrément une entente. Le mot a été lâché. Je pense que c'est pas légal en plus. Non. C'est pas légal, mais c'est une façon détournée. C'est une façon détournée en fait. C'est légal de dire nous on restreint nos conditions. Voilà, maintenant si vous acceptez ce prix chez Uber, nous on l'applique aussi chez Deliveroo. Et Paulin. Alors, petite précision pour Sarah, c'est complètement illégal pour différentes entreprises de se réunir en cartel, donc de décider mutuellement quelle stratégie adopter. Par contre, il est vrai que Uber, s'ils font des doubles à 7 €, Deliveroo a tout intérêt à s'aligner sur Uber pour déjà économiser de l'argent et en plus être plus compétitif par rapport à Uber. Ça, c'est indéniable. Ok. Excuse-moi. Je mélange probablement un peu tout. Donc voilà, c'était à peu près tout sur l'explication du pourquoi ils voulaient réduire les places disponibles à 11h. D'accord, bon, écoute, très bien, c'est noté. On va passer à la suite avec un tarif minimum de la commande à 4,50. C'est parti. Depuis février 2019, on a des tarots qui sont en baisse. Qui continuent à baisser en fait. Ça s'est bloqué là à février 2019, ça va continuer. Aujourd'hui on est à 4,50 €. C'est qui parle de ça? Je crois que c'est toi, Sarah. Peu importe, mais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi tout le monde réagit un mois et demi après ce minimum qui a baissé en fait. C'est-à-dire qu'on est à 4,50 depuis un moment et c'est seulement cette semaine que la plupart des gens se réveillent et c'est un peu toi tu vas pas te faire que des amis. Non mais je comprends pas en fait, je veux juste comprendre parce que on en a parlé il y a longtemps. Je sais pourquoi elle shift plus, parce qu'elle a peur de rouler. Non je m'en fous. Attaquez-moi si vous voulez, ça va m'amuser. Non, ce que je veux dire, c'est que je me souviens d'un message de Kelly il y a longtemps, donc aux environs de février, où il avait eu une commande qui était en dessous de 4,60 et c'est là qu'il s'est aperçu que du coup on était à 4,50. Et d'ailleurs il s'en est aperçu comme ça parce que justement les plateformes ont cessé de communiquer sur leur minimum en envoyant des mails régulièrement et ils considèrent que en mettant juste les choses sur l'appli ça suffit. Donc leur document où ils avaient leur listing des villes avec le minimum dans la ville, pour eux c'était suffisant comme communication et c'était à nous de chercher dans notre application les informations. Et d'ailleurs c'est pas vrai que pour ça, hein, c'est vrai aussi pour les différentes zones qui sont en place, pour les hubs qu'il y a dans chacune des zones, c'est bon, genre pour eux c'est sur l'appli, ça suffit. Et du coup je comprends pas pourquoi est-ce que les gens se réveillent que maintenant. Donc défoncez-moi sur le premier cercle, moi ça me va. Tant que j'ai une explication, ça me va. Écoute, non, je ne sais pas parce que moi-même j'ai réagi vivement parce qu'en fait, moi par exemple, je n'avais pas tilté quand on était descendu à 50. Alors explique-moi toi pourquoi. Je l'ai su à un moment donné, j'ai vu genre début d'année qu'on était descendu machin, mais pour moi c'est la énième baisse de tarif. Donc j'ai de toute façon ça changera pas, ça va continuer à descendre, qu'on fasse quelque chose ou pas en masse, ça changera rien. Qu'il y ait des gens, des accidents graves, ça change rien, que voilà. Bref, l'information a été relevée et du coup, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit putain, mais en fait,
personne n'a communiqué dessus en fait. Et moi, c'est ce qui m'a fait le plus chier, c'est que finalement, les tarifs descendent en gros, et le partenariat n'est tellement plus un partenariat, puisqu'on est loin depuis longtemps, qu'on en arrive au point de ne même plus informer de façon humaine, directe, on va dire, par mail. On n'envoie pas quelque chose pour dire attention, ce pourquoi vous travaillez diminue, votre revenu diminue, parce que quand on descend de 10 centimes, ça se reporte, ça se répercute fort sur le mois à la fin, parce que c'est que 10 centimes, mais au fil des commandes, ça se reporte. Et c'est hyper important, et c'est normal d'avoir normalement une alerte nous disant, voilà. Et en fait, c'est juste, non seulement ils n'assument pas, mais ce que je peux comprendre, c'est compliqué, après c'est les ops qui prennent dans la gueule, bref. Mais au moment faut y aller, quoi. Faut pas lâcher prise là-dessus, pas là-dessus. Voilà. Moi, c'est un détail. Peut-être que j'ai tort de râler plus parce qu'on n'est pas prévenu de la baisse des tarifs que de la baisse des tarifs en elle-même. Mais voilà, ça me fait chier. Donc, si tu fais ça, c'est parce que t'es défaitiste vis-à-vis de cette baisse. Mais disons que non. Si. Si, je te le dis, si tu t'en rends pas compte, je te le dis. Tu pars du principe que ça va baisser jusqu'à un moment où toi tu vas craquer et tu vas te barrer. Non, mais c'est pas forcément obligé d'être comme ça. Le truc, c'est que les baisses. mais Paulin les baisses, fait l'amour. Elles sont pas non plus. C'est pas des baisses brutales, tu vois. Ça me fait penser un peu. C'est comme une grenouille que tu fous dans une marmite à feu doux, tu vois. Ouais, tu me laisses les métaphores, s'il te plaît. Non, mais tu vois, c'est comme. C'est comme l'histoire de l'inflation en bourse, tu sais, ou de... Comment on appelle ça, de l'inflation, ou, tu sais, tous ces petits trucs en bourse où on dit le taux de croissance de 0,3% en hausse ou en baisse, tu vois. Nous, le tarif des courses, en fait, c'est un peu comme la bourse, c'est toujours en baisse de 5%, tu vois. C'est des petits détails, en fait. C'est comme ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, nous, on fait pas spécialement attention à nos factures. C'est pas perceptible. Ouais, mais c'est ça, mais c'est qu'à l'œil nu, c'est pas perceptible. Par contre, tu prends sur l'année, c'est réglé, quoi. La suite de suite avec Titi et le Strava. Le Strava présenté par Titi, je vous explique rapidement puisqu'on ne l'a pas fait la semaine dernière pour le premier épisode de Titi. Le Strava, c'est quoi ? C'est une application sur laquelle on s'enregistre, via laquelle on roule en enregistrant son parcours. Donc on le fait quand on est coursier pendant son shift. On enregistre la distance, la vitesse, l'altitude, etc. Il y a même ce qu'on appelle des coms, les King of the Mountain, des segments en fait sur lesquels on peut devenir le premier à avoir parcouru une distance d'un point A à un point B le plus rapidement de toute la ville, de toute la France, du monde entier même. Et Titi nous présente ça via un classement dédié à ceux qui sont enregistrés sur le club Premier Cercle de Strava. Oui, bonjour Presidente, bonjour Sarah et bonjour Nicolas Paf, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici Titi en direct de l'arrivée de cette semaine 14 du Tour de Strava, où je vois passer devant moi les derniers arrivants, et c'est avec une triste nouvelle que je vous annonce la dernière place pour François de la team BCC avec ses 12 km/h de moyenne. Mais comme le dit le dicton, il ne sert à rien d'aller trop vite quand il faut arriver au bon moment. On me communique les classements de cette semaine avec le maillot rouge gardé par Johan Solo avec ses 71,1 km. Nous avons Jérémy Blaine qui remporte le maillot blanc à poids rouge du meilleur grimpeur avec ses 1325 mètres de dénivelé. Nous avons également le maillot vert du meilleur sprinter qui est remporté par Alex Brin avec ses 18,8 km/h de moyenne. Et c'est sans grande surprise qu'il reprend le maillot jaune. C'est Alex de la team BCC avec ses 404,4 km. Bravo à lui, mais attention, puisque comme on dit chez nous, il ne faut pas vendre la peau du canard avant de l'avoir plumé. Je vous dis à très bientôt. À vous Bordeaux, à vous les studios. Merci à toi Titi. On passe de suite à la commande de l'espace avec Sarah. Tu nous présentes qui, quoi, comment ? Alors cette semaine je triche un petit peu, j'ai choisi 2 personnes. Ouais.
Parce que bon, Rémi c'est un peu notre globe-trotteur et à un moment si je choisissais tout le temps Rémi, bon il y aurait que Rémi en fait, ce sera plus la commande de l'espace, ce sera la commande de Rémi. Bon. Alors il faut savoir qu'au départ cette chronique je l'avais démarrée histoire de sensibiliser les gens vis-à-vis des zones qui ne sont pas faites pour le vélo et essayer de les encourager à sortir de là, mais bon on a des gens qui comme Rémi aiment bien se balader et du coup il était au Haillan encore. Donc tu gagnes à moitié cette fois-ci encore. Ok. Et cette semaine, je fais honneur à Fédé, un très ancien coursier. Ouais, un vieux de la vieille, c'est une première génération. Ouais, largement, ouais. Et qui a fait un petit tour à Gradignan. Et voilà, qui lui aussi commence à se balader. Et je fais un petit parallèle. En fait, avec la donne qui change, on nous pousse à de plus en plus nous éloigner des zones qu'on maîtrise. Ouais. Et par exemple, j'ai travaillé dimanche, midi et soir. Et je me suis un peu perdue à Talence à midi, je me suis un peu perdue au Bouscat le soir. C'est-à-dire que même si on est hyper performant en intra-boulevard, régulièrement on va finir en extra-boulevard. Ouais. Et il va falloir devenir performant sur ces zones-là, histoire de pouvoir continuer à être efficace et continuer à faire son chiffre. Bah, le problème c'est que c'est des zones dangereuses quoi, clairement. Donc, encore le Bouscat ça va et Talence ça va, mais Gradignan et le Haillan, bon les gars. Le problème c'est que, je sais pas si les gens se rendent compte, ceux qui sont pas coursiers, mais en fait quand t'es coursier t'as tellement l'habitude de tes trajets, ta ville tu la connais par cœur. Alors même si comme moi tu connais pas tout le long des rues, que tu te perds à chaque fois, tu connais ta ville, tu connais les intersections, etc. Et il y a un genre de timing, tu vois, qui se met en place. Et moi, j'ai l'impression que quand je me retrouve dans des zones comme au Bouscat, etc., que je connais déjà de base, mais auxquelles je suis pas habitué, ben c'est con, mais les croisements, etc., je vais devoir... Moi, je le fais parce que je fais beaucoup plus attention, en fait. Si tu le fais pas, ben... tu te fais niquer en fait parce que tu sais pas trop, t'as la visibilité, c'est con mais ça se joue à des angles des angles fermés, des angles ouverts par rapport à la visibilité que t'as sur la gauche, à la droite, voilà. Et puis même les gens ont pas le même comportement extra boulevard qu'en intra boulevard, ils ont un comportement différent, même au niveau des horaires on le sait, les gens sont plus nerveux par exemple à la sortie du travail, c'est évident, etc. Enfin bref, tous ces petits paramètres auxquels les gens ne pensent pas du tout, on les vit, nous on vit avec ça, et du coup quand tu te retrouves dans des zones que tu connais pas, tout est un peu faussé, t'étais un peu dans un truc un peu chelou, et moi j'aime pas du tout rouler dans cette situation, vraiment pas. Ouais, mais il va falloir t'adapter. Ouais, putain, il va falloir que je mue. Du coup dimanche, pour ma dernière heure, j'étais dans la zone BLVE. Ouais. Et c'est une zone qui est pas ouf, je parle juste de ma dernière commande. J'ai récupéré une double au Burger King à Bordeaux-Lac. Et du coup Bordeaux-Lac c'est super chiant parce que tu passes au-dessus de la rocade, donc les voitures te regardent mal, tu sens que t'as rien à faire là en fait, et que ça les fait chier que tu sois là. T'as pas de lumière, tu sais pas où aller, et c'est rien à voir. Achète des lumières, ça reste. Non mais... C'est du conseil de Paf. Du coup, t'as peut-être des lumières, mais bon... c'est pas sûr, tu peux ce qu'elles sont. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, génial. Ouais, donc t'étais sur le pont sans lumière. Non, mais j'avais une lumière avant, mais... Ouais. Tu finis ça BLVE. Ouais, c'était BLVE, du coup, enfin bref, c'est une zone qui est pas adaptée de ouf, mais bon, il y a pire. Et oui, ça n'a rien à voir avec travailler en intra-boulevard, parce qu'en intra-boulevard, que j'ai de la batterie ou pas, ça m'est complètement égal. Ouais. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, je prends un repère, j'y vais, sans réfléchir, et je choisis mon trajet en y allant, mais mentalement, et puis une fois que je suis sur place, je suis en mode, bon, ok, elle est où la petite rue et le petit numéro. Ouais. Le problème, c'est que au lac, et ensuite j'ai été livrée au Bouscat, je ne connais pas la zone, elle est pas hyper bien éclairée, elle est pas forcément adaptée au vélo, j'avais tout le temps mon téléphone dans la main, et j'étais en train de choisir, parce qu'en plus on n'a même pas des grands axes, parce que bon, Mérignac encore c'était des grands axes, la ville aussi c'est des grands axes, mais le Bouscat c'est pas, c'est vraiment hyper, ça serpente de fou. C'est une ville médiévale. Mais c'est ça, hein, tu peux pas dire bon ok tout droit, non en fait, tu vois ton tracé, tu vois que c'est une espèce de serpente en merde, et t'es en mode bon ok là je tourne à gauche, après à droite, après oh putain j'ai chié, et tu gardes ton téléphone à la main. Ouais. Et là mon téléphone s'est éteint juste après ma dernière commande, et du coup j'étais au Bouscat, je savais pas où j'étais, et ça m'était déjà arrivé il y a longtemps. Et du coup c'est pas très agréable. C'est pas très agréable, non. Mais voilà. Ok. Le game change, on s'adapte. Oui, c'est ça, c'était ma conclusion. L'adaptation est importante. Ouais, c'est sûr. C'est l'adaptation ou la porte. Voilà, c'est très... Waouh. Il est vraiment gay cet épisode. Ouais, plein de joie et de bonne humeur. À ce propos, on passe au welcome vite fait, puisqu'il y en a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints cette semaine. Je parle de Mister Zou, Nicolas Ouvrard, Thomas, Dreamcom Abdel et Jules. Bienvenue à vous sur le premier cercle, du coup, du télégramme du premier cercle.
Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter, messieurs, dames? Je vois qu'on a fait. Ça fait 1 heure quand même. Ouais, un petit podcast cette semaine. Abstenez-vous. Non. Abstenez-vous, vraiment. Bon, et bien, Il le était bon, podcast. le café, Le podcast du Premier Cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook, SoundCloud et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et ride safe. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Bye. Bye. Bye.